Merci. Bonjour à tous. Donc, on passe à la dernière table ronde. Je vous remercie d'être encore là parce que ça va sûrement être la meilleure. Et donc, j'appelle les heureux élus. Donc, Monsieur Ibrahima Ousmanou, voilà, qui arrive. Monsieur Pierre Zocli. Pierre Zocli. Ah, ben voilà. Bon. J'appelle également Madame la Présidente. Et puis j'appelle Yann Jaffrenou, qui est où là-bas, voilà. Mais si vous voulez bien venir prendre place. Donc notre dernière conférence débat a pour thème l'information et la formation au service des acteurs de la transition énergétique. C'est un thème qu'on aurait pu mettre dès le départ, enfin de première intervention, puisque bon, de l'information, hein, on croule sous l'information. Si je vais faire une réflexion de vieux con, surtout de la mauvaise information. Hein. Mais bon, voilà. Et donc, il est absolument impératif qu'on aille vers des formations qui permettent aux gens de comprendre réellement ce que c'est que la transition énergétique et qui ensuite sont capables d'inciter à prendre tel ou tel type de décision. Moi, je dirais, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Jean-François Fontaine au tout début de la réunion, quand il a expliqué les contraintes qu'il y avait pour un maire d'aller vers une ville verte. Et on s'aperçoit qu'il y a plein de trucs auxquels nous, on ne pense pas, parce qu'on n'est pas dans le bain, on n'est pas au cœur de ce réacteur-là. Hein, voilà. Et je pense que pour beaucoup de sujets qu'on a abordés, ce sont des sujets très techniques, très complexes, et que beaucoup de gens n'y comprennent rien. Voilà. Et que si on ne les forme pas, ils continueront à en comprendre encore moins. Moi, je suis plutôt dans le domaine maritime. Pour vous donner une superbe réflexion qui m'amuse encore, c'est que on faisait un débat sur des extensions du port de Dunkerque, et il y avait 200 personnes dans la salle, et il y a une personne qui se lève qui dit « Mais puisqu'il y a un port à Douvres, donc en Angleterre, et un autre à Dunkerque, pourquoi vous ne faites pas un seul port au milieu ?» On dit « Ben voilà, ça c'est, voilà, oui. Alors qu'est-ce que vous ne pouvez pas dire à la personne va te coucher ?» On dit « Oui, c'est intéressant, on va y réfléchir. » Bon, mais ceci dit, ça ne fait pas franchement avancer le débat, vous voyez. Voilà, bon, bref. Hein? Oui. Ah, mais oui, mais qui intervient tout à l'heure. Je la remercie d'être déjà là. Oui, non, mais attends. Donc on va commencer d'abord par Monsieur Ibrahima Ousmanou, qui vient donc de Douala, qui est chef d'entreprise, et qui va nous expliquer comment, chez lui, il essaye de faire avancer la cause de la transition énergétique et écologique. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, François. Merci, Myriam, pour cette invitation. Et c'est ma première fois d'être là. Je suis très ravi. Beaucoup de choses ont été dites. Pardon, je vous interromps juste. Vous avez 5 minutes. Au bout de 5 minutes, je hurle et ça passe à quelqu'un d'autre. Très bien, merci. Voilà. Je me tiendrai sur ce temps. Parfait. Ibrahima Ousmanou, je suis dirigeant d'une entreprise qui fait dans du packaging, de l'emballage industriel au Cameroun. Peut-être avant de rentrer dans ce que je fais, Multiprint, et ce qu'on fait pour nos clients grands comptes, il faut dire aujourd'hui le contexte. Dit-on d'ici 2050, le Nigeria aura plus de population que les États-Unis. Le Congo aura 200 millions d'habitants. Le Cameroun va doubler, va passer de 30 millions à 60 millions d'ici 2050. Donc, ça montre à quel point il y aura un gros besoin de ressources. Et on l'a vu depuis le début, les ressources sont limitées. Et les questions de pauvreté, de mobilité, de progrès, de croissance, il faut réfléchir tout un modèle. Il faut repenser. Est-ce qu'il faut passer par le même chemin que l'Europe est passée et arriver à contourner les problématiques qu'on a aujourd'hui. Et à Multiprint, je fais de l'emballage industriel, donc tous les sujets de RSE avec des clients grands comptes comme Nestlé, Castel, Diageo et Danone. C'est des sujets sur lesquels ces entreprises multinationales essaient d'adresser, mais les problématiques ne sont pas les mêmes en Europe qu'en Afrique, parce que la conscience du consommateur, les exigences réglementaires ne sont pas au même niveau qu'en Europe. Mais nous qui sommes des prestataires de ces multinationales, l'exercice qu'on fait en termes d'information et de formation, c'est de mettre en place une politique RSE qui est alignée avec ces grands groupes.
on exige à nos équipes, à nos opérateurs, à l'équipe de la planification de réfléchir tous ces sujets. Aujourd'hui, tout à l'heure, quelqu'un parlait du plastique. Le plastique, quand il est du PET 12 microns ou il est du PE 80 microns, on ne le recycle pas de la même manière. Et puis, compte tenu du niveau de déchets, est-ce qu'on peut arriver à le recycler de la même façon avec les mêmes coûts énergétiques? Parce que pour recycler le plastique, puisse vous dire, c'est entre 280 degrés et 320 degrés de chauffage. Donc, c'est des problèmes également qu'il faut arriver à adresser sur ces aspects-là. Donc, nous qui sommes des prestataires de ces multinationales, le véritable travail que nous faisons avec nos équipes, avec nos partenaires, avec nos prestataires, c'est d'anticiper. Puisque de toute façon, même si elles ne sont pas avant-gardistes en Afrique, elles ne se comportent pas de la même manière qu'elles se comportent ici en Europe. Nous essayons d'anticiper, nous essayons de suivre les innovations qu'il y a en Europe. Et nos investissements aujourd'hui sont des investissements qui vont dans une logique d'être compliance, eco-compliance. Derrière également, nous travaillons pas mal sur les sujets des déchets parce que non seulement nous produisons des plastiques pour nos clients, mais également lors du processus de production, nous faisons des déchets. Aujourd'hui, sur toute la partie papeterie, parce qu'on fait des cartons, des boîtes de chocolat, des boîtes de biscuits, et ainsi de suite, toute cette partie de déchets, nous essayons de le reconfigurer, de le réutiliser pour faire des alvéoles, des œufs. Là également, je pouvais faire des photos si l'occasion m'est permise. Donc, ça, c'est tout le travail qui est fait sur la partie packaging avec ces entreprises-là. Mais à côté, on a parlé de la responsabilité. Tout à l'heure, le marketing responsable est passé. Moi, je travaille avec d'autres amis sur la question de la finance éthique. Nous avons investi dans une microfinance islamique, une finance éthique qui veut être une finance responsable, qui fait des financements, ce n'est pas des gros montants, c'est 100 euros, 200 euros, 500 euros maximum. Nous avons un capital à peu près d'1 million d'euros. L'idée, c'est d'accompagner des femmes qui font dans l'agriculture, qui font dans l'élevage, mais dans l'élevage qui respectent les normes environnementales. C'est un ensemble d'éléments également à ce niveau que nous essayons d'adresser, de sensibiliser nos clients et de les accompagner. En dernier lieu, quand on parle des questions d'écologie, quelqu'un disait tout à l'heure qu'il ne fallait pas dissocier les problèmes. Il y a la question d'éthique de la politique. Donc, je suis un bon activiste sur des sujets de la transparence. Je le disais à Myriam, j'ai 3 jeunes filles. Tous les vendredis, je les mets un brassard noir et elles soulèvent la main pour dire brassard anticorruption. Parce que c'est également un sujet sur l'Afrique. Si on veut adresser les problématiques de changement de climat, d'investissement responsable, il faut adresser la question de l'éthique, de la corruption. Et ça, on ne peut qu'investir sur la jeunesse parce que c'est elle qui peut intégrer toutes ces contraintes-là et arriver à mettre en place une dynamique de responsabilité qui est éthique et qui contre la malgouvernance. Voilà un peu à peu près ce que je voulais partager. Très bien, ça a été bien dit. Et un peu de mots, c'est vrai qu'on va le voir avec un deuxième pays africain qui est le Bénin, que je connais un peu alors que je ne connaissais pas le vôtre. Ils font beaucoup de choses en matière d'éthique, en matière de responsabilité sociétale. Moi, j'ai été pris à la gorge en arrivant à Cotonou, parce que vous débarquez de l'aéroport et vous allez sur une grande avenue, elle est nickel. Il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas un déchet qui traîne, alors qu'il faut bien reconnaître que dans pas mal de villes d'Afrique, on est quand même plutôt dans des poubelles à ciel ouvert. Ça a un côté sympathique, mais bon, voilà. Eh bien, au Bénin, ils ont fait d'énormes efforts là-dessus. Et Pierre Zocli, donc, qui est ici, qui est en même temps chef d'entreprise, puisqu'il dirige une école au Bénin, est également le conseiller du maire de Cotonou, de Cotonou, qui est très investi dans ces questions-là. Et c'est pour ça que c'est bien qu'ils soient à E5T, parce que bon, ils sont tout à fait dans la ligne. Pierre, je te laisse la parole. Voilà. Merci. Je suis venu pour convaincre une fois de plus Myriam de venir à Cotonou. L'année dernière, elle m'avait fait la promesse. Cette fois-ci, lorsque les femmes vous font la promesse, il faut encore insister. Parce que ce n'est pas la première fois que ça marche, il faut insister pour que ça marche. Donc, je suis là pour ça. Alors, on m'a demandé de vous parler de la RSE, telle que en 3 minutes, c'est ça? 3 minutes. Bon, voilà. Je vais très vite.
Hier, j'ai reçu un appel du maire de Cotonou pour me demander de le rappeler. Je l'ai rappelé. Il m'a dit, voilà, est-ce que vous pouvez me trouver quelques contacts d'ambassadeurs et de chefs d'entreprise? J'ai dit, mais monsieur le maire, pour faire quoi? Je suis à La Rochelle, je ne suis pas à Cotonou. Il m'a dit, voilà, toutes les communes sont inondées actuellement. Il y a de l'eau partout. C'est la rentrée scolaire et tout le monde est démuni. Alors, donc, j'ai dit, OK, très bien. J'ai appelé un chef d'entreprise, le patron d'un groupe qu'on appelle Erevan, à Cotonou, et j'ai appelé l'ambassadrice de l'Union, des Pays-Bas, qui m'a dit, voilà, bon, on va voir si on a des fonds d'urgence pour aider ces communes à se relever, à faire face aux inondations, qui ne sont rien d'autre que la matérialisation, la concrétisation, n'est-ce pas, de changements climatiques. Alors, pour parler des RSE, je ne vais pas en parler sous un angle essentiellement misérabiliste, parce que généralement, on pense que la responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise, c'est faire en sorte que l'entreprise intervienne pour accompagner les faibles, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas oubliés sur les trottoirs du développement. Donc, il faut les aider à se relever. C'est une manière de penser. Moi, j'ai une autre façon de voir les choses. Je suis beaucoup plus dans une dynamique de prévention, d'accompagnement vers la prospérité. Quand on parle du RSE, ça fait 30 ans que je ne fais que ça. J'interviens dans l'éducation. Je suis un modèle un peu américain, anglo-saxon. Parce que, bon, j'ai fait plus de 30 États des États-Unis et toute l'Angleterre et tous les pays scandinaves, où j'ai vu comment les entreprises sont très fortes dans l'accompagnement, dans l'éducation. Alors, ça se fait, je dirais, à travers 4-5 truchements. Le premier truchement, le premier canal, nous utilisons, c'est surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat, hein, l'éducation à l'esprit d'entreprise. Hein. Donc, nous recrutons les cadres des entreprises comme conseillers, comme formateurs bénévoles dans les entreprises. Parce qu'au Bénin, en Afrique, notre ami nous en parlera, on forme sur 100 jeunes diplômés, je ne sais pas s'il y a 5 qui trouvent du job. La plupart sont sans job. Alors, on s'est dit, la meilleure manière donc, de former, ce n'est plus de se référer à des personnes comme nous qui ont fait des thèses de doctorat uniquement, mais des personnes qui ont créé des entreprises qui vont montrer aux enfants comment ça se passe. Parce que l'entreprise a besoin des personnes à utiliser immédiatement et non des personnes sur lesquelles il faut encore investir pendant longtemps. Donc, on prend 80% des enseignants sont des personnes qui interviennent dans les entreprises. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, deuxième canal, nous utilisons les patrons des entreprises dans notre conseil d'administration. Donc, ces patrons contribuent, n'est-ce pas, à l'orientation des programmes et pour être sûr que les jeunes qui seront formés seront directement opérationnels. 3. Les entreprises interviennent pas dans l'achat de fournitures, mais dans le financement du matériel pédagogique. Fourniture des ordinateurs, du matériel, et ainsi de suite. Et comme ça, eh bien, les jeunes n'ont plus besoin de sortir de l'argent pour ça. Donc, ça fait donc 3. Et 4, eh bien, les entreprises constituent des meilleurs réceptacles pour la formation par excellence et par alternance, et surtout les stages de longue durée. Et on est sûr qu'une fois que les jeunes sont formés, eh bien, à la fin, c'est un contrat qui a au bout, ce qui leur permet de trouver un job. Donc voilà en gros ce que j'aurais pu aller plus loin. Je fais table rase de tout ce que j'ai fait par le passé avec Michel Roussin, avec Ernest Antoine Seyer à Paris, où j'envoyais nos meilleurs étudiants, n'est-ce pas, au MEDEF, dans les entreprises françaises, pour qu'ils reviennent, qu'ils soient directement opérationnels. On a fait beaucoup de choses et on continue de faire ça. Je vais t'interrompre, je vais faire comme dans les banques, tu sais. Toi, tu viens au guichet, puis ils prennent le téléphone. Ouais, excusez-moi, bon, là, il faut faire passer monsieur Nataf, parce qu'il est assis sur un astéroïde et il a une visibilité simplement de 10 minutes. D'accord.
excuse-moi, je te redonnerai la parole après. Donc, M. Nata va nous parler de l'afro, qui est le bitcoin africain, et alors, qui est frugal en CO2. Moi, je savais qu'on faisait chauffer les cartes bleues, mais je ne savais pas comment on faisait chauffer un bitcoin. Mais vous allez nous apprendre ça, voilà. D'accord. Alors voilà, effectivement, l'afro est le bitcoin de l'Afrique, il est aussi le bitcoin de l'environnement. C'est-à-dire que la blockchain aujourd'hui n'a plus le choix. Elle est nécessairement environnementale ou vouée à disparaître. Pourquoi? Le bitcoin est tellement gourmand en carbone et en électricité que la pénurie mondiale et les crises actuelles le rendent non viable. Désormais, le coût de production d'un bitcoin a juste explosé avec les nouveaux tarifs de l'énergie. Si bien que c'est la deuxième génération de la blockchain qui l'emporte. Et aujourd'hui, l'afro est très frugal en énergie, c'est-à-dire il utilise moins d'énergie qu'une ampoule de 100 watts. Alors voilà pourquoi cette blockchain est parfaitement adaptée aux conditions actuelles. Mais c'est avant tout aussi vers l'environnement et vers l'éducation que la blockchain de l'afro s'est tournée. Les applications que nous avons mis en place dans le cadre de la Fondation Afro sont des applications qui permettent la blockchain V2, c'est-à-dire qu'on accompagne non seulement la transition écologique, mais également les transitions des gouvernements vers la digitalisation, simplification administrative. Toutes les tâches qui nécessitaient jadis d'aller devant un guichet, eh bien, on peut les faire de façon transparente et prouvable grâce à la blockchain. C'est d'autant plus vrai en matière d'éducation, car nous avons réussi, grâce à la Poste de Côte d'Ivoire, à avoir une validation du projet de compte épargne transition écologique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir donner à tous les étudiants qui valideront un diplôme l'équivalent de 1 euro en afro par an, jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur diplôme. Alors j'espère que ça, comme le disait Pierre, ça les aidera à trouver un emploi. En tout cas, ça les dotera, on l'espère, d'un certain capital dès le moment où ils auront obtenu leur diplôme. Il y aura également, avec cette blockchain de l'afro, non seulement le compte épargne transition écologique, mais également une application permettant de récompenser le comportement et les conduites conformes à la neutralité carbone. Donc on va récompenser tout ce qui est comportement décarboné. Aujourd'hui, la blockchain s'est tournée aussi vers tout ce qui est ludique et apprentissage, et on rebondit sur cette nouvelle tendance aujourd'hui grâce à l'afro. Donc avec E5T et ce compte épargne transition écologique, on pense faire franchir une étape nouvelle à la blockchain vers la voie de la conquête du continent. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous nous direz comment on fait pour aller chercher des afros, hein, parce que, bon, tant qu'à faire. Hein, voilà, et donc je pense qu'on aura sur les comptes rendus de 5T, on aura tous les éléments pour aller sur les sites internet qui sont certainement très bien faits sur la matière. Merci beaucoup, monsieur. Vous pouvez trouver aujourd'hui sur l'un des plus grands échanges mondiaux qui est situé à Singapour, Digifinex, D-I-G-I-F-I-N-E-X. Vous trouvez l'afro très très facilement et c'est pas fastidieux, il n'y a pas beaucoup de compliance. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va rester dans le cyberespace et je vais passer la parole maintenant à Sylvia Savini. Alors vous êtes en Italie, c'est ça en ce moment? Oui, exactement, je suis en Italie. Bonjour à tous et merci. Et donc Sylvia est dans une entreprise qui s'appelle CNHI. Exactement, CNHI. C'est une filiale ou un spin-off, je ne sais pas, de Fiat, hein, entre autres, avec dans le périmètre les sociétés. Enfin moi qui suis dans le transport que je connais plus, c'est Iveco et CAS. Voilà. Mais Sylvia s'occupe d'un secteur très particulier qui est justement faire prendre conscience à des jeunes de comment on peut sauver, entre autres, les côtes. Hein, oui. Voilà, donc vous allez nous expliquer tout ça tout de suite. Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Oui, en fait, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment CNH Industrial, qui est une entreprise de classe mondiale pour les équipements et les services, monte des programmes pédagogiques et de sensibilisation au développement durable. Eh bien, CNH Industrial est engagé pour un avenir meilleur et le fait en intégrant la durabilité dans toutes celles qui sont ses activités. La société a un solide bilan de durabilité qui reflète davantage cet engagement.
En ce qui concerne le projet Beach Care Project, qui est un projet environnemental pour la protection, le nettoyage des plages et surtout qui est un programme éducatif, nous avons développé ce projet en partant de la conviction que pour avoir un résultat qui soit durable et concret sur le long terme, il est indispensable de partir de l'éducation des jeunes générations. En fait, l'objectif principal, au-delà du... Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, oui, Ok, oui. ok, parce que j'avais d'abord un petit écho et maintenant je l'entendais plus. En fait, l'objectif principal de ce projet qui a été développé avec notre brand Case Construction Equipment, donc notre marque de construction, est de promouvoir l'éducation environnementale chez les jeunes et chez les enfants et par conséquence envers leurs familles et les communautés. Et comment est-ce qu'on le fait? On le fait en intégrant de pratiques de durabilité dans les pratiques quotidiennes, en favorisant celle qui est la discussion et ceux qui sont les programmes éducatifs pour assurer une approche qui soit le plus possible holistique et intégrée au changement. Donc, pour développer ce projet, nous avons identifié des partenaires scientifiques et institutionnels qui sont pour l'Italie le CNR, donc il Consiglio Nazionale delle Ricerche, et pour la France le CNRS, donc le Conseil national de la recherche scientifique et en plus l'Université de la Côte d'Azur. Ces partenaires nous ont soutenus et guidés pour toutes les différentes phases de projet, c'est-à-dire à partir de l'identification des lieux plus appropriés pour pouvoir faire nos activités de nettoyage qui ont été faites en partie avec nos moyens de construction, Case Construction, comme je disais, qui donc ont aussi un côté environnemental et qui peut être d'aide pour la durabilité. Donc pour l'identification des lieux, pour l'identification des activités et aussi en accompagnant les enfants qui ont agi sur les plages pendant toute leur activité et aussi évidemment pour l'analyse des résultats de notre recherche qui seront présentés à partir de l'automne. Ce qui est intéressant Donc, chez vous, vous m'entendez? Ce qui est oui, intéressant, c'est ce que vous faites avec les classes, puisque vous construisez, enfin, vous fabriquez des guides pour les écoles et qui permettent aux enseignants de prolonger votre travail. oui, exactement. Donc, dans une première phase, nous avons engagé les enfants, environ 400 enfants de l'âge de 10 à 14 ans en France et en Italie, pour le nettoyage de 5 plages. Donc, 2 plages en Italie qui étaient très gravement endommagées et polluées en Sicile et en Pouille, et pour la gestion et l'étude écologique de la Posidonie en 3 plages de la Côte d'Azur. Après ça, nous avons développé, toujours avec le soutien de nos partenaires scientifiques, un kit éducatif didactique qui a été diffusé dans les écoles et qui a rejoint, je dirais, environ 10 000 enfants. En Italie, ce programme fait part de l'éducation civique dans les écoles primaires. En France, il fait partie, il est reconnu comme heure de sciences et techniques. En France, il va partir dans ces jours avec le début de l'année scolaire. Et je ne sais pas si c'est possible de vous montrer une petite vidéo en condivisant mon écran, parce que c'est un contribu assez Mais sympa, ludique, oui, mais je ne mais sais pas. on mettra le lien Ah, sur ok, le site, parce que ok, je trouve voilà. effectivement que c'est intéressant de voir des entreprises privées, bon là, qui fait de la construction de matériel, et qui créent des outils pédagogiques pour les écoles. Je trouve ça intelligent, c'est très, voilà, donc c'est très bien. Oui, oui, Absolument, tout à c'est fait. vraiment pour donner un boost et une valeur de plus à notre projet parce qu'on part, on veut que ce soit quelque chose vraiment de pédagogique et qui puisse changer la mentalité des gens à partir des enfants. Je voulais encore ajouter qu'en fait, à part ça, on a aussi un jeu qui a été idée pour continuer l'activité des plages à la maison. Donc, on a créé ce jeu qui est conçu à partir de 100% de matériaux recyclés et qui est à sa fois recyclable pour que les enfants puissent aussi faire des activités de façon indépendante avec leurs parents ou avec leurs amis.
Et ce jeu, pour l'instant, a été commercialisé seulement en Italie, mais sûrement, il donne aussi une idée de la circularité, qui est un de nos objectifs. Donc, nettoyage et protection, études, éducation et circularité. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Pareil, on verra les liens qui sont possibles pour que ces jeux soient disponibles en France aussi, hein, tant qu'à faire. Ça me paraît être une démarche très intéressante. Merci pour tout ça. Et Oui, j'espère à bientôt. je voulais encore simplement dire une chose, que cette année, on pense de développer, extendre le projet en Espagne et en Angleterre. On est déjà au travail pour ça, donc stay tuned parce qu'il y aura encore des nouvelles choses à voir. C'est très bien, merci beaucoup. Alors, on va laisser Pierre finir son... T'as droit à 1 minute. Hein. Je voulais tout simplement ajouter que je suis un ancien cadre de l'électricité de France et puis ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'est justement cela qui m'a permis de prendre la main sur ces questions, de mobiliser les entreprises autour, n'est-ce pas, de l'éducation des jeunes, parce que là, on est sûr d'atteindre des résultats. Il n'est pas possible qu'on investisse des milliards à entretenir des universités, des écoles, et qu'à la fin, les jeunes sortent sans job. Il faut absolument rentabiliser et c'est pour cela que nous insistons à ce que les entreprises, dans la démarche de la RSE, investissent davantage dans l'éducation. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. Alors, on va bousculer un peu le programme. On va passer maintenant à M. Jaffrenou, ancien élève de l'EXI, qui a monté avec 3 amis une start-up. Il est toujours d'ailleurs dans un stand ici pour présenter son produit, mais il va vous parler de les start-up Elexi. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parfait. Oui, tout à fait. Donc, ancien étudiant de Lexi et aujourd'hui entrepreneur avec mes 2 cofondateurs qui me regardent de là-haut. Et donc, le sujet là qu'on discute aujourd'hui, c'est la formation et l'information au service des acteurs de la transition. Donc, ça m'a amené à m'interroger sur ce qu'était un acteur. Un acteur, c'est... Vous m'entendez toujours? Oui. Formidable. Un acteur, c'est quelqu'un qui agit, probablement un entrepreneur ou quelqu'un d'entreprenant. Et dans le cas d'une école d'ingénieur, c'est donc un ingénieur entrepreneur ou un ingénieur entreprenant. Mais une école d'ingénieur, par définition, ça forme des ingénieurs. Donc la question finalement, c'est comment est-ce qu'une école d'ingénieur peut être plus qu'une école d'ingénieur? Et la réponse que je peux apporter à ça, elle se trouve dans mon parcours, puisqu'entre le moment où j'ai commencé à Lexi et la fin de mes études dans cette école, finalement j'ai étudié au total dans 5 écoles, dans 3 pays, et j'ai obtenu 3 diplômes dans 2 masters. Donc je dirais que comme c'est très souvent le cas pour le cas de Lexi et pour beaucoup d'autres cas, l'union fait la force. Le réseau d'écoles internationales et de très nombreux partenariats de Lexi lui permet d'envisager d'être plus qu'une école d'ingénieurs, d'être l'école d'ingénieurs qui formera les ingénieurs qui créeront le monde de demain, en tout cas je l'espère. Et c'est aussi ce qui se traduit dans notre entreprise, Eli, dont le but est d'accompagner les entreprises dans la mobilisation de leurs collaborateurs pour participer et construire avec eux les stratégies RSE. Donc l'idée, c'est voilà, que ici encore, l'union fait la force, que tout le monde a son mot à dire. On entendait beaucoup parler de sensibilisation ce matin. Pardon. Et la sensibilisation, c'est la première étape de la formation. Mais derrière, il faut déclencher le passage à l'action. C'est là-dessus qu'on travaille avec des challenges, une application hyper gamifiée. C'est un très bon moyen de faire passer à l'action. On en a déjà entendu parler un petit peu. Donc pour moi, la RSE, c'est... alors j'entendais tout à l'heure le fait de faire que les forts aident les faibles. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition. Pour moi, l'objectif n'est pas individuel. C'est vraiment un effort commun pour des objectifs communs. Donc il ne s'agit plus trop de la liberté et du bénéfice individuel, mais de l'empathie et du bénéfice commun. C'est l'idée avec Eli. Et derrière, sur l'aspect information, pour compléter la formation, ces challenges, ils nous permettent de faire réaliser aux collaborateurs plein d'actions bénéfiques pour l'environnement, pour l'écologie. Et ça nous permet donc de récupérer aussi énormément de données pour comprendre les disparités entre les collaborateurs, pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Et derrière, pour rendre tous ces plans d'action agiles, pour itérer et pour toujours améliorer les démarches de transformation dans les entreprises. Écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai une fonction de marieuse un peu et je me dis que vous avez certainement des choses à faire avec Sylvia, parce que vu la façon dont elle prend le sujet et la façon dont vous l'acceptez, vous avez certainement des choses à faire. Je ne prends que 15% sur les résultats, ce n'est pas un problème.
Formidable. Ouais, on va rester en relation. Oui, je suis commissionnaire dans l'âme, alors bon, il faut bien que je gagne quelque chose quelque part. Et donc maintenant, on va passer la parole à Madame la Présidente de 5T. Alors là, elle a tout le temps qu'elle veut, Madame la Présidente, bien entendu. Non, il y a des trains, merci. Mais il y a des trains qui nous attendent. Voilà. Mais écoutez, moi je vais faire très très vite. Hein. Vous avez compris que le chiffre 5 était un peu fétiche dans mon chemin de vie. Et donc je vous dirai 5 mots sur l'éducation. C'est 100 leaders pour la planète, qui est finalement l'aboutissement de ce que l'on peut faire de mieux après cette 10e édition pour concrétiser cette intelligence collective au service du plus grand nombre et contribuer à sensibiliser au travers de 100 leaders informés, donc qui ont une expertise à apporter et engagés, c'est-à-dire qui vont s'engager à continuer à apprendre parce que l'environnement évolue de leur pairs et parce que le 5e niveau de leadership décrit par Jim Collins, c'est l'humilité. Et donc, ces 100 leaders, c'est un symbole, ça 100 leaders pour la planète, de cette nouvelle façon de donner envie à chacun d'en savoir plus et en sachant plus, évidemment, de se développer, de développer les autres autour de soi, quelles que soient les organisations, dans les entreprises, dans les écoles, dans la fonction publique. Donc aujourd'hui, on est en plein recrutement de ces 100 leaders. Il y en a un certain nombre qui ont répondu à l'appel. Je crois pouvoir vous annoncer que Raphaël Dinelli, qui a lui-même plusieurs vies, puisque ça fait aussi partie de ça, la capacité à se réinventer, à changer de vie, a répondu favorablement pour devenir le parrain de la première promotion que vont former ces 100 leaders pour la planète. Et donc, avec cette mission, on sera sur la 4e mission de 5T. Et je vais tout de suite vous parler des 3 premières. Donc, je souhaite que tous ceux d'entre vous qui se considèrent comme des leaders candidatent auprès de David Chapon, qui est en charge de cette initiative. Et voilà, moi j'ai la chance d'être un représentant dans ces 5 mots, un pin, vous voyez, voilà, je m'en pin 100 leaders pour la planète. Et il y a 10 parcours aujourd'hui et il y a un premier parcours avec une vingtaine ou une trentaine d'heures de cours à un prix très modique pour tous. Voilà. Donc merci pour cette table ronde sur l'éducation parce qu'effectivement, se former, s'infoformer, c'est-à-dire comprendre l'information et pouvoir la décrypter, apprendre. Je pense que ça fait partie de notre capacité à rester critique, à avoir un esprit critique, pour une critique constructive, bien sûr. Et c'est en se développant que l'on peut imaginer construire ce nouveau paradigme. Donc merci, et puis je vais vous adresser quelques mots de conclusion. Donc merci à tous. Déjà, écoutez, au terme de cette 10e édition, je dois vous dire que je suis très touchée parce que c'est pas facile de faire des initiatives non-profit. On n'est pas une entreprise, on est une organisation non profitable. C'est un fonds de dotation. Et c'est pas facile de créer une aventure qui ne soit pas une entreprise et de l'inscrire dans la durée. Donc l'an dernier, on a fêté nos 10 ans. Cette année, on fête ensemble notre 10e édition. Et personnellement, mais je vous en laisse évidemment aussi, je vous laisse la réflexion à chacun d'entre vous. Je n'ai pas de mon côté l'impression d'être essoufflée du tout. Hier, je démarrais en disant, j'aurais bien aimé vous dire, finalement, tout est dit, on a tout fait. Mais malheureusement, ce qu'on s'est dit au cours de ces 2 jours, ou même 3 jours avec l'avant-première, est qu'on est bien, bien loin d'avoir franchi toutes les étapes et d'avoir réglé toutes les difficultés. Je suis en même temps donc très contente parce que c'est toujours un succès que je ne porte pas toute seule et je voudrais remercier toutes les équipes et les donateurs qui sont là depuis le début et la magnifique équipe qu'on a chez E5T en plus de tous les volontaires. Donc je suis très contente de ça. Vous voyez toutes les personnes qui nous accompagnent.
En même temps, je suis assez triste d'avoir dû renommer cette 10e édition contre mon gré sur finalement est-ce que cette transition, ce nouveau paradigme éco-énergétique qui nous porte, qu'on doit construire, dont on est à la fois architecte, constructeur, tailleur de pierre, eh bien, on est obligé de le regarder à l'aune de ces crises qui sont énormes. La crise géopolitique, la crise économique, la crise sociale. Dans les dernières heures, les journaux se sont fait l'écho en Angleterre de drames, d'une inflation à 10%, avec des Goldman Sachs qui la projettent à 20%. Des tablettes de beurre à plus de 10 livres, des rayons parfois vides, des gens dans la rue. Ce n'est pas du tout la façon dont j'avais imaginé qu'on pourrait arriver à cette 10e édition. Mais on a parlé résilience et adaptation, on a parlé de Boris Cyrulnik qui nous a appris des leçons. Et donc, face à l'adversité, face à la complexité, il nous reste l'espoir et l'action. Et je dois dire, et heureusement qu'il va rester ça de cette 10e édition, c'est qu'on a vu qu'il y a des forces en action qui sont extrêmement importantes et qui vont dans le sens d'apporter des vraies solutions. On a vu des grandes entreprises se réinventer, on a vu des gens enthousiastes créer des nouvelles entreprises, on a vu des gens moins jeunes, qui avaient envie de partager, de transmettre ce qu'ils avaient un peu appris. On a vu des élus peut-être plus sensibles et très humbles quand ils nous racontent qu'au fil du temps, ils se sont fait une religion et qu'ils ont passé pour certains d'entre eux plusieurs heures à nous écouter. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus parce que parfois j'entends des choses où je me dis il y a un déficit de capital sur la connaissance du sujet. En tout cas, je suis plus convaincue que jamais que la connaissance précède l'action et que, ça c'est un premier point, et qu'il n'y a pas de solution idéale. Mon vieil ami, paix à son âme, Jean-Marie Chevalier, à qui on rendra hommage dans les prochains jours, nous dirait il n'y a pas d'énergie idéale, il y a un patchwork de solutions et ces solutions doivent se décliner avec des talents en fonction des ressources locales et en fonction des problématiques industrie par industrie ou secteur par secteur. Donc, E5T reste plus que jamais d'actualité. Les années passent et ne se ressemblent pas. Moi-même, dans ma vie, je viens de perdre mon papa, donc c'est un moment difficile pour moi. Mais je vous retrouve tous et c'est ensemble qu'on doit cultiver cet espoir et être plus déterminé, plus persévérant que jamais. Alors, je vais vous remercier 1000 fois. Je vais remercier encore une fois Avia parce que on ne fête pas 100 ans tous les jours et je sais combien il est difficile pour une entreprise d'arriver à 100 ans. Aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'une entreprise, c'est bien sûr moyenne, bien moins de 15 ans. Et donc, comment faire pour créer des entreprises qui vont au-delà de nous et qui passent les générations et qui nous aident à construire ce nouveau paradigme éco-énergétique avec ces 4 dimensions, on le reprojettera. Eh bien, il y a plein de pistes. On a chacun en nous un bout de la solution. On devient des éléments vivants de cette blockchain si puissante dont on nous parle. Et donc, un grand merci du fond du cœur à tous pour votre contribution, pour être là. Et je vous dis à l'année prochaine avec, j'espère, un monde qui prendra des leçons et nous donnera envie d'aller plus haut, plus loin. Et voilà, donc rendez-vous à l'année prochaine et un grand, grand merci à tous. Merci.